Sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition avec de la tension ce matin aux abords de la plage de Point-E en face de la Cour suprême. Les vendeuses de poissons grillés ont été sommées de quitter les lieux. Très en colère, elles dénoncent les agissements du maire de la localité. Les élèves des établissements du groupe Yavuz Selim n'ont pu rejoindre leur salle de classe ce matin. Un important dispositif policier était déployé à l'entrée. Les défenseurs de la cause déterminés à remporter la bataille sur le plan juridique. Le nombre de cas de cancer en nette hausse au Sénégal. En pleine célébration d'Octobre Rose, les spécialistes plaident pour une politique nationale de prévention. L'accès aux soins, des défis à relever. Des cartes d'identité biométriques en souffrance dans les commissions de retrait à la sous-préfecture de Dakar. Ils sont plus de 20 000 qui attendent leurs propriétaires. Nous ferons le point dans ce journal. Au moins 58 morts et plus de 500 blessés à Las Vegas. Un tireur a ouvert le feu sur la foule qui assistait à un concert de musique country. L'invité du 20h, il s'agit de Cheikh Mbow, coordonnateur de la COSIDEP. Il sera en fin de journal avec Mahmoud Ibrakan. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette opération de déguerpissement aux abords de la plage de Point-E en face de la Cour suprême. Les vendeuses de poissons grillés ont été forcées à quitter les lieux. Les agents de la mairie de Point-E ont mené une descente. Le désarroi total pour ces femmes victimes. Elles dénoncent les agissements du maire de la localité. Je vous propose de suivre cet élément signé Aminata Mbaresso et Abdoulaye Diallo. Encore en place certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. On fait signe que c'est bon. Donc on suit cet élément d'Aminata Mbaresso. C'était ce matin lors de l'opération de déguerpissement aux abords de la plage de Point-E. Un début de semaine difficile pour ces femmes. Elles s'activaient dans la vente de poissons braisés le long de la plage de Point-E. Ce lundi matin, une opération de déguerpissement a mis un terme à leurs activités. Auparavant, nous étions établis là où l'hôtel Terroubi est actuellement construit. À l'époque, nous avions accepté de quitter pour ensuite revenir. Aujourd'hui encore, les autorités locales veulent nous ruiner. Ils ont détruit nos cantines et jeté nos ustensiles. Tous les jours, nous arrivons sur le site à 17h. Il nous arrive d'y rester jusqu'à 4h du matin. Vous voyez tous ces sacrifices. Moi, en ce qui me concerne, je nourris ma petite famille. Je paie la scolarité de mes 3 enfants grâce à ce commerce. Je les ai appelés pour nous... Nous sommes d'honnêtes citoyens. Les auteurs de cette forfaiture pourraient au moins nous concerter. C'est la moindre des choses. Mais la manière dont le maire a agi est vraiment cynique. Je ne compte pas me laisser faire. Je vais me battre jusqu'au bout.
Sur ce site, depuis des années, la vente de poissons braisés était une véritable source de revenus pour ces dames. C'est une humiliation, rien que ça, une humiliation de la part du maire de Point-E. liggéeykat yoo xam ni ñu boot suñu ginnaaw ñu leen di fay ñooñu seen waajur yi yaakaar ci ñun suñuy njaboot yaakaar ci ñun man mi di wax ak yow sama ñetti doom fii laa indi fayloo ñuy jàng. fii dañ fi jaay jën dañuy jaay poisson braisé fruits de mer et puis ñu ñëw jël seen temps ci booru plage bi happy. Désemparées et furieuses, certaines d'entre elles ne se laissent pas faire. ay citoyen lañu ay liggéeykat lañu nañu woo ba ñu ñëw mu nañu lii ak lii moo ñu metti ñu mën a xam li ñuy tontu maire lan la su fekkee dafa jar ñu jéggalu ko mais maire bu ñuy tegg fii booy tegg ay nit sax di nga ne lii laa fiy def mais nag ñun ñu bëgg a teggee dafa metti te dafa ñaaw ñëw xëy benn suba bëgg a ñoo toroxal duñ ko seetaan. non duñ ko seetaan maire jël suñu bakkan su fekkee mën nañoo rey ñun ñëpp après suñu mbokk dëjal ñu mu xam ne dee gi ñii dee ñëpp ci moom la jóge jaral nañu ko ñun parce que fii la suñu teraanga nekk. Cet déguerpissement aux abords de la plage a été mené par les agents de la mairie de Point-E, même si ces victimes reconnaissent avoir reçu des sommations de la part de la mairie. Elles dénoncent le peu de temps qui leur a été accordé. Aminata Mbaresso, nous allons à Louga à présent avec les eaux usées en provenance de la station d'épuration de Touba Seras qui continue de causer des dégâts aux populations riveraines. Le déversoir qui a été aménagé dans le quartier Keur Serigne Louga Est pour stocker le trop-plein de la station ne peut plus contenir l'eau qui a fini par envahir les habitations. Beaucoup de maisons ont été submergées, des animaux tués. Les détails avec notre correspondant sur place, Thierno Fall. Ce bassin a été aménagé dans ce quartier périphérique pour recueillir le trop-plein de la station d'épuration de la commune de Louga. En effet, une quantité importante des eaux usées de la ville se déverse dans cette localité où un véritable lac a été créé, constituant du coup un calvaire quotidien des riverains. Vraiment, c'est désolant. Hein? Les gens ne respectent pas les gens qui habitent dans le quartier de Keur Serigne Louga Est. Les ordures, les eaux usées, tout ça provient de la ville, on les verse dans notre quartier là. Vraiment, c'est pas normal. Vraiment, c'est pas quelque chose. Il y a on a presque 3 ou 5 enfants qui ont perdu la vie dans l'eau là. Vraiment, on dit arrête. Aujourd'hui, la situation est devenue plus difficile car l'eau commence à quitter son lit pour envahir les habitations où elle a causé beaucoup de dégâts. Et vous voyez cette situation. Et ici, l'eau est en train de déborder, verser vers les populations. Vous voyez, c'est très dangereux. ndox mi ñëw na ba dugg ci sama biir kër maa ngi ànd ak sumay njaboot su fi ñëwoon guddi xam naa ne lii du fi yem. xam moo boobu jóge fale wala ba si biir kër ga ba si biir néeg yëpp ma nga wal ba foofu fi mu sax añ baa nga ne reer ba yëpp taluñu dara. En cela viennent s'ajouter les risques de maladies qui préoccupent les habitants de ce quartier. Non, nous sommes en danger. Nous sommes en danger permanent. On vit avec cette eau nauséabonde. On ne peut pas respirer, il y a les moustiques, il y a tout. Aujourd'hui, la commune a bénéficié d'un important programme d'assainissement. Un projet qui, une fois réalisé, peut en même temps résoudre ce problème. Cependant, depuis qu'il a été lancé, les travaux n'ont pas encore démarré. Depuis que le président a lancé le projet, jusqu'à maintenant, nous ne voyons rien, absolument rien. Toujours la situation en train de remonter. En attendant que ce projet soit réalisé, les habitants de Touba Seras et environ devront encore prendre leur mal en patience. Et puis la mairie, mise au courant de cet incident, a pris des mesures nécessaires pour empêcher l'eau de se propager dans tout le quartier. Cependant, le danger est toujours présent car le bassin peut encore déborder à nouveau. C'est pourquoi la mairie demande à l'État d'accélérer les procédures pour démarrer le projet d'assainissement que le président Macky Sall avait lancé à Louga il y a de cela quelques mois. Je vous propose d'écouter l'adjoint au maire. Il s'appelle Dibi Diallo. Il est interrogé par Thierno Fall. La mairie a pris toutes les dispositions nécessaires, a envoyé toute l'équipe municipale, le service technique, tout ce qui devait être mobilisé a été fait. Donc aujourd'hui, on n'a pas définitivement réglé le problème,
mais on l'a atténué en attendant. Maintenant, tout le monde se souvient du lancement que son Excellence le Président Macky Sall est venu faire à Louga pour l'assainissement de toute la commune. Maintenant, c'est une question de jours, de mois, parce que l'entreprise qui doit effectuer les travaux a été choisie. Donc nous lançons un appel au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, ministre Mansour Faye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, pour qu'il accélère la procédure pour que vraiment les populations puissent dormir tranquillement, quoi. Nous parlons éducation à présent avec le QSEM. Ce n'est pas du tout en phase avec le ministre de l'Éducation nationale qui déclare que l'indemnité de logement n'est pas inscrite dans le budget 2018. Son secrétaire général, Abdoulaye Ndoye, annonce du coup le dépôt d'un préavis de grève pour pousser l'État à respecter ses engagements. Je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Mame Biram Diouf. Nous avons l'impression que le ministre veut jeter de l'huile sur le feu. Parce que son discours est un discours qui crée la suspicion, qui crée le doute, qui ne rassure pas le monde enseignant. Et comme il ne veut pas la paix, c'est clair que tous les syndicats vont déposer des préavis. En tout cas, nous, on va déposer un préavis. Bon, aussi bientôt, parce que nous allons, comme disait Wolof, mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, la question de l'alignement de l'indemnité de logement, les syndicats, notamment le QSEM, nous avons signé en accord avec le gouvernement, pas avec le ministre Serigne Mbaye Thiam. Maintenant, s'il est en concurrence avec une autre structure, mais ça, vraiment, cela ne nous engage pas. Ce qui nous engage, c'est qu'il doit savoir qu'il y a une loi de finances initiale dans un pays. Aussi, il y a une loi de finances rectificative. Et que cette question est une question essentielle pour les enseignants. Et le gouvernement a fait l'étude. On a partagé le rapport. On attend maintenant l'ouverture des négociations sur ce point précis. Je vous l'annonçais en titre suite à l'arrêté du ministre de l'Intérieur ordonnant la fermeture des écoles Yavuz Selim. Un important dispositif policier a été déployé à l'entrée des établissements du groupe ce matin. L'accès était interdit aux élèves et restreint à quelques membres du personnel malgré les plaintes des parents d'élèves. Un récit signé Moussa Ngom et Diafaraba. Un lundi matin mouvementé aux abords du collège Yavuz Selim. Sur place, un important dispositif policier et des entrées filtrées et interdites aux pensionnaires. Les parents d'élèves et quelques badauds venus s'enquérir de la situation sont renvoyés à quelques mètres de l'établissement. Avec à leur côté des élèves eux aussi désabusés par cette situation. Seul le personnel et quelques représentants des parents d'élèves sont autorisés à assister à une réunion à l'intérieur de l'établissement. Les forces de l'ordre tiennent à faire respecter l'arrêté du ministère de l'Intérieur ordonnant la fermeture des écoles Yavuz Selim. Ce soir, une rencontre est d'ailleurs prévue entre le ministre de l'Éducation et les parents d'élèves pour discuter de la situation. Moussa Ngom, il est défenseur de la cause du groupe Yavuz Selim dans le bras de fer qui l'oppose à l'État du Sénégal ne compte pas reculer. Maître Moussa Sarr, face à la presse ce matin, a dénoncé la décision de l'État du Sénégal de confier la gestion provisoire à Marif. Sur le plan juridique, dit-il, tout sera mis en œuvre pour remporter la bataille. Compte rendu de cette conférence de presse signée Mame Biram Diouf et Diafaraba. En forcing, c'est ce que l'État fait en décidant de fermer les établissements du groupe Yavuz Selim. Une injustice selon Maître Moussa Sarr. L'intervention des forces de l'ordre pour interdire à la presse de faire des interviews durera quelques instants. Finalement, le calme est revenu. La loi du 23 janvier 1994 avec le décret du 10 janvier 2005, c'est des textes de loi qui organisent l'enseignement privé, les conditions d'ouverture et de contrôle. Ces textes, quand tu combines l'article 4 et l'article 7, nous avons de manière très claire que dès lors que vous faites une demande d'ouverture ou une demande de changement de déclarant responsable, vous pouvez entamer les enseignements. Le conseil en éducation au collège Sultan Amadi Tine écarte toute administration provisoire sous la tutelle de Marif. En tout cas, nous avons dit aux parents d'être calmes, d'être sereins. La loi est là pour tout le monde. C'est l'État sénégalais tout de suite. On vous a dit, vous savez, l'enseignement privé est régi par des lois et des décrets. Donc ce n'est pas un arrêté comme ça qu'on brandit pour dire que fermer sur quelle base, pour quelle raison.
On ne peut pas comprendre qu'une école qui est là depuis plus de 20 ans, qui a eu à former beaucoup de cadres de ce pays, qu'on puisse un jour tout simplement dire que cette école manque de légitimité. C'est incompréhensible. Pour faire appel. Mais attendons qu'on nous déboute d'abord. Mais avant qu'on ne parle de débouter, l'État du Sénégal qui nous a attraits devant la justice, mais ce même État n'a pas attendu la décision de la justice. La logique voudrait que l'État du Sénégal qui nous a assignés devant le tribunal et où nous avons plaidé, et la décision devant être rendue le 9, l'État devait attendre cette décision. Pourquoi à une semaine de cette décision, l'État prend des policiers pour nous empêcher d'accéder à notre école? La réunion convoquée par la direction générale à huis clos réunit parents d'élèves, le personnel et avocats pour définir des stratégies et faire face à l'État. Et puis cette rencontre ministre de l'Éducation et les parents d'élèves de Yavuz Selim, le gouvernement compte trouver des solutions pour éviter la fermeture de l'établissement. Il donne un délai d'1 semaine pour la reprise des études dans ce temple du savoir. Mais avant cela, le ministre va rencontrer ce mardi l'administration du groupe Yavuz Selim pour valider les éventuelles solutions trouvées. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Habib Faye. Santé à présent, le nombre de cas de cancer en nette hausse au Sénégal. Les spécialistes plaident pour une politique nationale de prévention. Autre blocage, le Sénégal ne dispose pas de registre des tumeurs pour évaluer le nombre de malades. L'accès aux soins, des défis à relever dans le cadre de la célébration de l'Octobre Rose. Le docteur Doudou Diouf a rencontré nos reporters Fatou Kinedem et Modou Diop. Une maladie sournoise, des chiffres alarmants, les cancers inquiètent, une politique nationale de prévention, une urgence. Le mois d'octobre, beaucoup d'associations parlent, beaucoup de gens parlent du cancer, mais après le mois d'octobre, malheureusement, la prévention ne continue pas, les dépistages ne continuent pas, sauf de façon individuelle, sauf de façon ponctuelle par des associations, notamment la LISCA qui continue de façon ponctuelle quelquefois à faire du dépistage. Complications, difficultés d'accès aux soins, aux médicaments, la liste loin d'être exhaustive. Ce n'est pas un seul traitement, c'est plusieurs types de traitements et ce n'est pas une seule cure de chimiothérapie. S'il y a une chimiothérapie à faire, au minimum c'est entre 6 et 12 cures de chimiothérapie pour certains cancers. Autre traitement qui pose problème, la radiothérapie. Il a fallu attendre cette nouvelle machine, la commander, la faire venir. Et quand elle est là, malheureusement encore, l'endroit où la machine devait entrer, ce qu'on appelle un bunker, le bunker n'était pas prêt pour recevoir la machine. Il fallait changer des paramètres que les gens, les physiciens surtout, ont exigé pour que la machine puisse travailler avec la sécurité optimale, avec le traitement de qualité qu'il faut pour ces appareils de 3e génération. Par ailleurs, les spécialistes plaident pour une gratuité de la chimiothérapie, comme constaté dans certains pays voisins. Économiquement, je ne pense pas que le budget de l'État du Mali pour la santé soit supérieur au budget du ministère de la Santé du ministère de la Santé. C'est vrai que peut-être les besoins ne sont pas les mêmes, mais quand même, on pourrait éventuellement arriver à, en tout cas, rendre les médicaments gratuits pour certaines populations. C'est vrai que le coût a diminué depuis février 2018, mais quand même cette diminution ne permet pas toujours à certaines populations de niveau socio-économique faible de continuer à se soigner de façon régulière comme nous l'aurions souhaité pour avoir l'efficacité souhaitée. Je vous remercie, docteur. Difficile de parler de statistiques. Jusqu'ici, le Sénégal ne dispose pas de registre des tumeurs. Et puis la canicule sévit à Dakar, vous l'aurez certainement constaté. Ceux qui en souffrent le plus sont les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes. Ils sont nombreux à se rendre au centre gériatrique de Ouakam, où le docteur Diop recommande de boire beaucoup d'eau et éviter une forte exposition au soleil. Les détails avec Aïssatou Paye et Modou Diop. Canicule, Dakar étouffe sous la chaleur. Les personnes dites vulnérables en souffrent le plus. Très souvent qu'on en reçoive quand même, surtout les personnes âgées. Il arrive très souvent de recevoir des sujets âgés, des femmes enceintes et les enfants qui sont très sensibles à la chaleur. Une frange de la population a sensibilisé, donc dès l'apparition de certains symptômes. Le mieux
et de consulter un médecin. Souvent, c'est des crampes musculaires, hein, c'est des céphalées. Parfois même, on peut observer des pertes de connaissance chez certains individus aussi. Parfois aussi, ils viennent complètement dans ce qu'on appelle un état de choc thermique. Ça, on le gère à l'hôpital très facilement. Ajouter à cela d'autres pathologies de la peau. Ça peut aggraver certaines lésions dermatologiques, comme les eczémas, c'est tout à fait possible. Il y a ce qu'on appelle le psoriasis versicolore, qui souvent s'aggrave lorsque vous vous exposez au soleil. C'est tout à fait possible. Pour éviter les coups de chaleur, boire au moins 1 litre d'eau en ce mois chaud d'octobre où les températures ne cessent de grimper. Je vous l'annonçais également dans les titres. Plusieurs cartes d'identité biométriques sont en souffrance dans les commissions de retrait. C'est le cas à la sous-préfecture de Dakar Plateau où nos reporters se sont rendus. Selon Djibi Diallo, le sous-préfet, près de plus de 20 000 cartes attendent leurs propriétaires. Les détails avec Al-Hassan Ba et Abdoulaye Diallo. Au deuxième étage est installée la commission. À l'entrée, une longue file d'attente. Aziz, président, procède à l'appel. Franchement parlé, je suis venu ici 3 fois. Avant la période du Tabaski, après le Tabaski, c'est aujourd'hui la 3e fois. Jusqu'à présent, on ne peut pas prendre nos cartes d'identité. Et ça nous pénalise sur beaucoup de choses. En toute sincérité, on ne demande rien. Mais si on peut nous aider à sortir les cartes d'identité le plus vite possible, ça sera le mieux pour tous. Dans cette commission, logée à la sous-préfecture de Dakar Plateau, plusieurs cartes d'identité biométriques sont ici en souffrance. Malgré tout ce qui se dit, jusqu'à présent, nous avons encore des cartes en souffrance dans les commissions. On a eu l'impression que la plupart des cartes, des gens qui retiraient les cartes, étaient surtout animés par les élections législatives du 30 juillet 2017. Mais depuis le rush qu'on avait avant les élections, on ne l'a plus. Donc nous avons pensé effectivement que cette question, si elle est aujourd'hui traitée au haut lieu, en tout cas si le chef de l'État, le président Macky Sall, a pris ces décisions, c'est parce qu'il est soucieux effectivement des intérêts des populations. Par décret 2017-1777, le chef de l'État Macky Sall a prolongé la validité des anciennes cartes numérisées jusqu'au 31 décembre prochain. Et dans ce même décret, 2 commissions vont être installées dans les commissariats de police et les sous-préfectures. Mais cette fois-ci, c'est effectivement par rapport aux cartes d'identité biométrique de la CEDEAO. Aujourd'hui, au niveau de certains commissariats, on a déjà commencé le travail et ça se poursuit, n'est-ce pas, avec une montée en puissance pour l'ensemble des commissariats de police et des brigades de gendarmerie aussi. Je ne parle pas de l'entrée de production, parce que rien que déjà pour ici la sous-préfecture de Plateau, nous avons 20 800 cartes en souffrance. 20 800 cartes en souffrance, rien que pour l'arrondissement de Dakar Plateau. Donc dire qu'il y a eu un retard ou bien une question de production, moi je l'aurais compris s'il y avait plus de cartes au niveau de la sous-préfecture et que les gens n'arrivent pas à être disposés de leurs cartes. Aux populations de faire le déplacement pour aller récupérer leurs cartes biométriques. Nous allons du côté de Thiès avec le démarrage des travaux champêtres de Khelkom. Les préparatifs vont bon train. Le khalife de feu Serigne Cheikh Saliou Mbacké a renouvelé sa confiance à Cheikh Amar de TSE pour diriger les travaux. L'appel à la mobilisation a eu pour cadre Khaban, un village situé à quelques kilomètres de Tasset. Un reportage signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Le khalife de la famille de feu Serigne Saliou Mbacké bat le rappel des troupes. Serigne Cheikh Saliou Mbacké demande aux jeunes talibés mourides et d'une manière générale aux musulmans de répondre à l'appel pour la grande récolte des champs de mil et d'arachide de Khelkom. liggéeyub Serigne Touba ba nga xam ne moom la daan liggéeyal Serigne Touba Cheikh Saliou ca daaray Khelkom. Il s'agit d'une tradition instaurée par Serigne Saliou que nous tenons à perpétuer cette année encore. C'est une œuvre pleine de grâce. Serigne Saliou avait l'habitude de redistribuer les récoltes à toutes les familles religieuses. Cette année, le marabout veut que personne ne soit en reste. C'est pourquoi il appelle toute la communauté musulmane à participer aux travaux. Cheikh Amar woon na leen ci liggéey Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Saliou ca toolu Khelkom ya le 6 ak le 5 ku yeex doo fa fekk lenn. Le traditionnel appel a vécu à Khaban, fief de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, une localité située à quelques kilomètres de Tasset. En présence du djorine de cette mission, Cheikh Amar, le patron de TSE. À cette occasion, Serigne Cheikh Saliou Mbacké a renouvelé sa confiance à l'homme d'affaires en disant publiquement
qu'il le soutient vu son engagement pour la cause de Serigne Touba. sun borom subhanahu wa ta'ala nee na woon yonent bi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis bu la defalee tey xiiwal dee ko sa wax kon ak cantam yàlla ci seex da koy seereel borom bi subhanahu wa ta'ala waaye di ko seereel Serigne Saliou mi nga xam ne moo tax mu xam ko nee na nag Cheikh Amar Serigne bi nee na nangul na la mooy sa ndey nangul na la mooy sa baay nangul na la moo dox sa diggante ak Serigne Saliou kon mi ngi seereel jullit yëpp ak cantam gum am ci yow tey ñaan sun borom mu sàmm la sàmm sa njaboot ak mbooleem ku la xam lépp loo xam ne yéene nga ko yàlla mottali. Cette déclaration faite par le khalife de la famille de Serigne Saliou Mbacké en présence de plusieurs dignitaires de la confrérie a profondément touché les fibres sensibles de Cheikh Amar qui a fondu en larmes. Serigne Cheikh Saliou a officiellement donné son ndigal pour la récolte des champs de Khelcom où des milliers de talibés sont attendus. Et puis le gouverneur de la région de Kaffrine, de son côté, en visite dans les champs pour s'enquérir de l'état d'avancement des cultures. Il a déploré le déficit pluviométrique dans la région, mais garde espoir pour de bonnes récoltes avec ce qui reste de l'hivernage. Les détails avec Ibrahima Diamé. En visite dans les exploitations agricoles des paysans du Ndoukoumane avec les éléments du projet d'appui à la sécurité alimentaire, le gouverneur de la région de Kaffrine, Jean-Baptiste Coly, a constaté avec beaucoup de satisfaction l'état d'évolution des cultures, même s'il a noté par ailleurs un léger déficit pluviométrique dans le département de Malem Hodar. Nous avons donc commencé par le département de Malem Hodar, notamment à Ndjoumgen, où nous avons vu quand même qu'il y avait un déficit en pluie, et avec 2 ou 3 pluies supplémentaires, on pourrait dire que la campagne sera excellente. Il y a quelques semaines, des attaques de sauterelles ont été notées dans ce même département avant d'être par la suite maîtrisées par les éléments de la division de la protection des végétaux. Mais en ce moment, les cultures ont repris leur croissance normale. Le champ d'arachide de cette exploitante, félicité par le gouverneur, en atteste. Vous avez constaté que le champ de Madame Sarr que nous visitons se présente très bien. C'est une occasion pour nous de la féliciter. 120 hectares au moins d'arachides cultivés par une dame, c'est quand même remarquable. Seulement ici, les paysans avaient déploré le retard noté dans la mise en place de l'engrais. Nous n'avons regretté qu'un peu le retard en ce qui concerne la mise en place des engrais, mais ce qui a été peut-être corrigé relativement tard, mais corrigé quand même. Cette visite du gouverneur de la région de Kaffrine, accompagnée d'une forte délégation, les a conduits aussi au niveau des exploitations agricoles des paysans encadrés par le projet d'appui à la sécurité alimentaire. Là aussi, l'espoir de bonne récolte est permis. L'actualité internationale à présent, c'est en 4 titres avec tout d'abord des dizaines de morts à Las Vegas dans une fusillade, 17 morts dans une manifestation d'indépendantistes du sud-ouest du Cameroun, un référendum d'autodétermination en Catalogne violemment réprimé par le pouvoir central, et puis la police kenyane qui a dispersé ce lundi plusieurs centaines de manifestants de l'opposition. Un récit signé Daniel Diouf. Le bilan est provisoire, 58 morts et plus de 515 blessés dans cette fusillade survenue à Las Vegas aux États-Unis. Dans la nuit de dimanche à lundi, le tireur a ouvert le feu depuis le 32e étage d'un hôtel surplombant un concert de musique. Environ 22 000 personnes y assistaient. L'assaillant de 64 ans était seul et surarmé selon la police. Plus de 10 fusils retrouvés dans sa chambre. La chaîne ABC précise que l'homme est un ancien comptable à la retraite. Il possédait un brevet d'aviation, un permis de chasse délivré par l'État d'Alaska. Il a été retrouvé mort par les unités d'intervention spéciales dans sa chambre d'hôtel. Buea, capitale du sud-ouest du Cameroun, était ce lundi quadrillée par les forces de sécurité et les routes de la région bloquées au lendemain de la proclamation symbolique de l'indépendance des régions anglophones du pays par les indépendantistes. Dimanche, on a compté au moins 17 personnes tuées dans les 2 régions anglophones, selon des sources officielles et Amnesty International. Des séparatistes qui réclament l'indépendance de leur région vis-à-vis de la majorité francophone. En Espagne, un référendum en Catalogne réprimé par le pouvoir central, la police qui est violemment intervenue lors du référendum d'autodétermination, jugé illégal par Madrid. Cette violence n'a pas empêché le vote. Le oui l'a emporté à plus de 90%, même si la participation est de 42%. En quelques heures, les images de la violence des interventions des forces de l'ordre ont fait le tour du monde via les réseaux sociaux.
Enfin, la police kenyane a dispersé ce lundi au gaz lacrymogène plusieurs centaines de partisans de l'opposition dans le centre de Nairobi et de Kisumu. Ils manifestaient contre la commission électorale en amont de la présidentielle prévue le 26 octobre prochain, après l'invalidation du précédent scrutin. L'opposition conditionne sa participation à la nouvelle élection au remaniement de la commission électorale et à l'octroi des contrats sur le matériel électoral à de nouveaux fournisseurs. Pour rappel, la Cour suprême, saisie par l'opposition, avait annulé début septembre le scrutin du 8 août pour cause de nombreuses irrégularités dans la transmission des résultats. Du football pour démarrer la page des sports avec les Lions du Sénégal qui ont démarré leur regroupement pour préparer ce match Cap-Vert-Sénégal, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. 14 Lions se sont entraînés cet après-midi à Saly. Certainement, nous y reviendrons dans le magazine des sports. Sport à la une après la fin de ce journal. Cap-Vert-Sénégal, un match déjà capital dans la course à la qualification mondiale. Des observateurs du ballon rond se prononcent sur ce match où les Lions devront être plus conquérants malgré les absences dues aux blessures. En sujet signé Pape Faraning et Ablaye Diallo. Un match crucial contre le Cap-Vert. L'équipe nationale du Sénégal n'a plus droit à l'erreur. Une rencontre difficile pour les deux équipes qui doivent faire carton plein pour espérer se qualifier au Mondial Russie 2018. L'équipe du Cap-Vert est sur une phase ascendante. Nous, c'est tout à fait le contraire parce que dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on n'a gagné que notre premier match. Depuis lors, on n'a pas encore gagné un éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire que autant il y a la confiance au niveau des Cap-Verdiens, autant il y a je ne dirais pas un manque de confiance, mais en tout cas, on ne gagne pas encore. Donc, ça peut jouer l'euphorie capverdienne contre la prudence sénégalaise. Généralement, il faut déjà penser à la gagne. Mais quand on dit penser à la gagne, c'est-à-dire de penser à l'adversaire et de respecter cet adversaire. Parce que quand on dit respect, ça veut dire, ça ne veut pas dire de regarder trop l'adversaire. Ça veut dire de tenir en compte de l'enjeu de ce match, ce que cela apporte et l'adversaire. Malgré la blessure de certains joueurs, le coach avait ratissé large pour pallier ces genres de surprises. Aliou Cissé a pris les devants avec une liste de 26 joueurs. Malgré, c'est difficile de remplacer un profil comme Ismaïla Sarr, mais il y a des joueurs dans l'équipe qui peuvent jouer à sa place. Il faut faire avec, parce qu'on parle de l'équipe nationale du Sénégal. Et là, Aliou Cissé, il ne choisit que les meilleurs. Selon lui, il ne choisit que les meilleurs du moment. Alors tous ces joueurs, ça valent tous. Donc, c'est vrai, il y a des titulaires, il y a des piliers. Très critiqué ces temps-ci, le coach Aliou Cissé a gagné un seul match dans les éliminatoires. Il est condamné à faire un résultat positif. Il y a des situations qu'il faut prendre des responsabilités, que ce soit les joueurs, que ce soit l'entraîneur. C'est-à-dire que il faut oser attaquer, il faut le faire, il faut attaquer, il faut défendre, il faut un milieu. C'est-à-dire, ce sont des responsabilités à prendre. Et il y a pas mal de matchs. Là où il devait prendre beaucoup de choses, il ne l'a pas fait. Le Sénégal joue contre une équipe qui veut gagner dans le temps réglementaire. Ce genre de match arrange l'équipe nationale. Ça ne sera pas comme le Cameroun. Le Sénégal a maintenant son destin en main. Mais tout passe par ce match contre le Cap-Vert le 7 octobre à Praia, où l'équipe a une obligation de résultat. Basketball à présent, Deysen, reine du basketball sénégalais 2017. La meneuse de l'AS Ville de Dakar se dit fière d'avoir l'un des plus beaux palmarès individuels du basketball sénégalais. Pour en arriver là, le chemin n'a pas été facile pour l'enfant de Saint-Louis. Qui a rencontré nos reporters, nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. Elle a fait ses beaux jours au Saint-Louis Basket Club. Ndeysen, 4 fois couronnée reine du basket, est âgée aujourd'hui de 29 ans.
2 ans pour battre le record. J'ai travaillé pendant 2 ans pour battre le record. Dieu merci, j'ai réussi à franchir un pas important dans ma carrière. Je suis une fille très motivée pour atteindre le sommet, voire même dépasser les anciennes joueuses du basketball sénégalais. Dans tous les stadiums du pays, elle s'est illustrée malgré sa petite taille, 1,65 m, mais lorsqu'elle enchaîne les paniers, elle devient plus grande que les autres. 4 fois reine du basket, ça n'a jamais existé au Sénégal. C'est tout un plaisir pour moi. C'est une bonne nouvelle pour toutes les basketteuses. La reine 2017 du basketball sénégalais a un palmarès très riche et un parcours honorable qui font rêver beaucoup de jeunes filles dans le milieu sportif. Parce que certains disent que c'est moi qui empêche à la jeune génération de progresser. C'est totalement faux. Je travaille très dur et si les jeunes filles veulent s'illustrer, elles n'ont qu'à travailler. Il n'y a pas de secret en basket. Il faut bien travailler et avoir une meilleure hygiène de vie. Hier, joueuse du Saint-Louis Basket Club, aujourd'hui pensionnaire de l'ASC Ville de Dakar, Ndeye Sène a fait ses débuts au centre Mbourika Fall. Moi, j'avais la chance d'avoir un entraîneur comme Aliou Dia, que je remercie encore au passage. J'avais l'habitude de suivre tous ses conseils. C'est avec lui que j'ai appris à bien travailler et aujourd'hui, vous avez vu les résultats. Il faut que les jeunes filles prennent en charge leur carrière parce que seul le travail paye. Désormais, la joueuse locale de basket la plus titrée a pour nom Ndeye Sène. Elle a remporté plusieurs fois le championnat, la Coupe du Sénégal, l'Afro-Basket féminin et devient pour la 4e fois la reine du basketball. Merci à vous, Ousseynou Diop et Habib Seck. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mamadou Ibrakan pour l'invité du 20h. Mamadou, bonsoir.